Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, un projet de loi pour renforcer les pouvoirs du président de la transition Assimi Goïta au Mali. Le texte adopté le 5 février en Conseil des ministres vise notamment la suppression du poste de vice-président. Le colonel Assimi Goïta se retrouverait ainsi seul aux commandes. Cameroun, UNESCO, une coopération renforcée. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO en visite de 3 jours au Cameroun, a été reçue par le président Paul Biya. Une visite ponctuée par l'inauguration de l'immeuble siège de l'UNESCO en Afrique centrale, un don de l'État camerounais. Et puis, retour sur le sacre des Lions de la Teranga qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ce dimanche 6 février face à l'Égypte. Une première étoile obtenue dans l'effort au bout d'une séance de tir au but. Mais tout d'abord, dans un communiqué publié ce dimanche 6 février, les autorités maliennes ont appelé l'Union économique et monétaire ouest-africaine à lever les sanctions socio-économiques infligées au Mali conformément aux règles communautaires. Pour rappel, le 9 janvier, l'UMOA avait annoncé la suspension du Mali de toutes les transactions commerciales, excepté les produits de consommation essentiels. Une décision qui, selon Bamako, constitue une violation flagrante des textes et procédures qui régissent le fonctionnement de l'UMOA. En effet, dans son communiqué, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, stipule qu'une décision de cette nature, au-delà de son caractère illégal, ne saurait être opposable à un État membre qu'après sa notification officielle. Le gouvernement de Bamako s'est néanmoins dit ouvert et disponible pour le dialogue et la concertation. Le Mali qui a récemment adopté un nouveau projet de loi. Celui-ci vise à renforcer les pouvoirs du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Il propose notamment la suppression du poste de vice-président de la transition et l'augmentation du nombre de membres du Conseil national de transition. Les précisions de Samantha Sabero. Un nouveau projet de loi au Mali pour renforcer les pouvoirs du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. La nouvelle loi qui a été adoptée lors du Conseil des ministres du vendredi 5 février 2022 propose entre autres la suppression du poste de vice-président de la transition et l'augmentation du nombre de membres du Conseil national de transition. Oui, effectivement, le Conseil national de transition, qui fait office donc de l'Assemblée nationale, a été convoqué en session extraordinaire ce week-end pour plancher entre autres sur différents projets de textes qui ont été adoptés en Conseil des ministres, notamment la charte donc de la transition. Le nouveau texte précise que la suppression du poste de vice-président de la transition vise à éviter les duplications des missions et permettre aux ministres chargés de la Défense et aux ministres chargés de la Sécurité de recouvrer et d'exercer la plénitude de leurs attributions traditionnelles. Le Conseil national de transition aura ainsi pour mission de réviser la charte de la transition et la loi électorale. Donc, à la lumière de tous ces projets de textes qui doivent être étudiés pendant cette session extraordinaire du Conseil national de transition, il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas d'une session convoquée uniquement pour attribuer les pouvoirs, des pouvoirs supplémentaires au président de la transition, à mon avis. Lancées dans le pays depuis le 11 décembre 2021, les assises nationales avaient décidé de prolonger la transition de la junte militaire de 6 mois à 5 ans. Un délai jugé inacceptable par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui dit attendre un calendrier plus raisonnable des autorités maliennes. En attendant, le Mali est toujours suspendu des instances de la CEDEAO. Ces sanctions impactent fortement son économie. Remaniement en Centrafrique, les rumeurs se sont confirmées. Après 8 mois de service, le Premier ministre Henri-Marie Dandra a été démis de ses fonctions et remplacé par le ministre de l'économie Félix Molua. Annonce faite ce lundi 7 février par le porte-parole de la présidence de la République, Albert Yaloké Mokpemi. En visite au Cameroun, Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, a été reçue le 6 février par le chef de l'État, Paul Biya. Au menu des échanges, 2 principaux sujets, l'éducation et le développement des radios communautaires. Les détails avec Thierry Nassa. En visite officielle au Cameroun, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a été reçue en audience par le président de la République du Cameroun, Paul Biya, au Palais de l'Unité.
dans l'après-midi du 6 février 2022. Un entretien qui a permis au chef de l'État camerounais et à son hôte de passer en revue les principaux sujets de coopération qui unissent le Cameroun et cette institution onusienne. D'abord l'éducation. Vous savez que le monde entier vient de vivre une crise éducative majeure et le Cameroun est un des pays avec lesquels l'UNESCO a le mieux travaillé dans la période récente pour assurer et travailler à la continuité pédagogique à travers l'enseignement à distance de diverses façons. Et c'est une leçon d'ailleurs qui est utile pour toutes les zones où l'éducation est encore difficile car nous sommes très attachés à défendre le droit à l'éducation pour toutes et pour tous. Autre sujet évoqué, le développement des radios communautaires, fruit du partenariat entre l'UNESCO et le gouvernement camerounais. Audrey Azoulay estime que les radios communautaires sont un levier important permettant une communication de proximité entre les diverses couches sociales d'un pays. Les radios communautaires qui sont si importantes là aussi pour avoir une présence dans la diversité des langues, dans la diversité des cultures, la diversité du territoire et avec une implication forte de la société civile, des jeunes, des journalistes, du monde culturel, du monde associatif qui trouve un média d'expression très fort à travers ce réseau de radios associatives. Au terme de l'audience avec le chef de l'État, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a reçu la distinction d'officier de l'Ordre national de la valeur. La Côte d'Ivoire parmi les meilleurs élèves de l'espace UEMOA. Le pays a réussi à mettre en exécution 82,6% des réformes et politiques de l'Union en 2021 contre 82,1% en 2020. Une progression qui est due notamment à la mise en œuvre de plusieurs programmes de développement au niveau régional. La même tendance est observée. Ange Mignon. La Côte d'Ivoire fait bonne figure dans l'espace UEMOA. Le pays d'Afrique de l'Ouest a mis en exécution 86,2% des réformes et politiques de l'institution communautaire en 2021 contre 82,1% en 2020. Ce résultat est dû notamment aux efforts mis en œuvre par le pays pour la libre circulation des personnes, le droit d'établissement de certaines professions libérales, la gouvernance économique et la convergence. Les enjeux sous-jacents de l'exercice de ce jour sont importants. Il s'agit pour nous de préserver l'image de notre pays dans l'Union en donnant le bon exemple et en inspirant les autres pays membres du fait du poids économique de la Côte d'Ivoire au sein de l'Union. Si la Côte d'Ivoire a fait un bond en avant dans l'exécution des réformes et politiques de l'UEMOA, des progressions ont également été enregistrées sur le plan régional. Selon le président de la commission de l'UEMOA, le taux de mise en œuvre des réformes de l'Union est passé de 55% en 2014 à 76% en 2020, soit un bon qualificatif de 21 points de pourcentage. Je réaffirme ma ferme conviction dans la réussite du processus de notre intégration, dont la marche entamée depuis 28 ans maintenant est portée avec engagement par les plus hautes autorités de notre Union. Nous avons foi en notre intégration pour le bien-être de nos populations. Ces résultats ont été annoncés lors de la présentation de la 7e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA. La revue annuelle des réformes placée sous la présidence des premiers ministres et chefs de gouvernement et sous la tutelle des ministres en charge des finances a été instituée par l'acte additionnel du 24 octobre 2013 de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Valoriser le secteur de la pêche et de l'aquaculture en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique. C'est la mission que s'est donnée l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture avec le projet Fish for ACP, un programme qui cible entre autres le Zimbabwe où le secteur de l'aquaculture est en voie de développement. Kamesh Katapoulé. Comment favoriser une pêche durable à l'heure où le changement climatique est au centre des préoccupations ? La question est essentielle pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, actuellement aux commandes du projet Fish for ACP, un programme dont bénéficie le Zimbabwe, où la demande en tilapia est très importante. Avec ce projet,
le pays va pouvoir développer l'élevage de ce poisson. Quand j'ai commencé l'élevage de tilapia, je pensais que c'était facile, surtout avec la construction d'étangs de pêche. Je pensais que nous pouvions simplement utiliser nos murs pour faire ces étangs. Mais plus tard, j'ai découvert qu'il y avait besoin de grosses machines comme des excavatrices. Initié par l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Fish for ACP est un programme quinquennal associant inclusion sociale et durabilité. Une aubaine pour le Zimbabwe qui compte un bon nombre de ressources halieutiques, mais plusieurs défis persistent. La FAO déplore non seulement un manque de statistiques, mais aussi l'absence de politique intégrée pourtant nécessaire au développement de ce secteur. Le poisson est très important pour les économies des pays de ces régions comme source de nourriture, de revenus, de subsistance et d'emploi. Mais les secteurs de la pêche et de l'aquaculture n'ont pas été en mesure d'atteindre tout le potentiel qu'ils pourraient avoir dans ces régions. Et les avantages qu'ils génèrent n'atteignent pas toujours les communautés qui en ont le plus besoin. En 2011, le Zimbabwe avait d'ailleurs obtenu un soutien financier de la part de la Banque africaine de développement pour l'élevage du tilapia. L'institution avait octroyé au pays une enveloppe de 8 millions de dollars, une somme destinée à financer le projet d'extension Lake Harvest Aquaculture. L'actualité sportive pour terminer. Le 6 février 2022 sera une date à jamais gravée dans l'esprit des Sénégalais. Le Sénégal a décroché ce dimanche la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Il est impossible pour les supporters des Lions de la Teranga de contenir leur joie, comme vous le verrez dans ce reportage de Siam Victor Assedji. Les Sénégalais sur l'ensemble du territoire et dans la diaspora sont passés par toutes les émotions lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Mais c'était déjà un match gagné d'avance dans les esprits et les cœurs tout au long de cette journée historique qui verra le sacre du Sénégal sur l'Égypte lors de la séance de tir au but. La célébration qui était déjà acquise selon les fans sénégalais pouvait alors à travers les clameurs lors du pénalty de Sadio Mané rendre euphorique tous les supporters. Ouais, aujourd'hui, on a joué 120 minutes, c'est un peu difficile. On est stressé, on a eu une penalty à la 7e minute, on l'a raté, mais on devait boucler le match. Dieu merci, Dieu merci. Seul Dieu peut faire une chose pareille. Pour une fois dans l'histoire, le Sénégal gagne une coupe. Nous remercions Dieu qu'on le fait davantage des centaines et des centaines de fois. Oui, le Sénégal a gagné. Les supporters sénégalais ont pour une grande majorité choisi de témoigner leur ferveur en suivant cette finale dans des lieux publics. En communion, cette finale au grand suspense entre les pharaons d'Égypte, détenteurs de 7 titres, et le Sénégal, en quête de sa première étoile, est devenue un rêve qui se transforme en réalité. Je suis très contente parce que nous attendions ce moment depuis très longtemps. Champion d'Afrique de football pour la première fois de son histoire, le football sénégalais atteint des cimes après une bataille de 20 ans qui a vu la sélection des Lions de la Teranga se distinguer parmi les meilleurs du continent. Bien que touché par l'échec en finale en 2019, perdu face à l'Algérie, beaucoup d'espoir était encore possible pour des fans passionnés et déchaînés. 2022 est l'année du sacre. Un sacre qui arrive le même jour où le Sénégal préside l'organisation de l'Union africaine. Tout un symbole. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.